l'équipe est sur le pont ce début de week-end de 11 novembre pour vous accompagner. Jusqu'à 1h, vous avez la parole sur Europe 1. Désolée pour cette voix un peu beaucoup, voire cassée. Il va falloir faire avec. Je vais vous faire parler ce soir. Je vais vous écouter plus que d'habitude encore. Asiba et Julie vont vous accueillir au 39 21 sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien entendu, comme tous les soirs, vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer vos textos au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je tenais à remercier vos collaboratrices qui sont fort aimables. Je suis Merci. un petit peu gênée, je sais pas trop comment aborder, ça me gêne un peu de passer sur les ondes, mais j'écoute depuis de nombreuses années vos émissions que j'apprécie et j'ai besoin de vos conseils. Oui. En fait, je suis mariée depuis 40 ans, un couple sans aucun problème, mais je le dis vraiment affirmativement. Nous étions dans d'une entente parfaite, très complice, tout se passait très bien. Et mon mari a fait une dépression et m'a avoué il y a 2 mois environ qu'il était maintenant attiré par les garçons. Mais ce sont des pulsions qui le rendent extrêmement malheureux. Il lutte il lutte contre cela, mais ça le rend malheureux. Enfin, par exemple, aujourd'hui, il m'a expliqué que il a entre 2 rendez-vous, il avait 2 heures de battement, enfin de liberté. Il était attiré, il avait envie d'aller dans un, comment est-ce que ça s'appelle, dans un sauna hammam, oui. Oui, enfin ce genre de choses. Je crois que ça s'appelle un backroom. Backroom, oui, c'est encore autre chose, oui. Oui, ben c'est là. Oui, Oui. Il y est déjà allé 2-3 fois, me dit-il. Enfin bon, il m'a avoué ça il y a 2 mois. Alors j'hésitais entre m'énerver, mais je trouvais que c'était pas une solution. Donc parce que je le voyais tellement mortifié, tellement malheureux de me dire cela. Donc je lui ai dit que je préférerais ça à ce qu'il mette fin à ses jours, parce que très très souvent, au moins 3 Pourquoi est-ce qu'il évoque? Ben oui, il le dit, qu'il a envie de se jeter sous un train, qu'il comprend pas ce qui lui est arrivé, qu'il a pété un câble, que à 60 ans c'était incroyable, qu'il n'aurait jamais imaginé que ça pourrait lui arriver, etc. Donc le médecin lui a donné des antidépresseurs, mais ça ne fait rien. Il n'a pas de traitement particulier, votre mari, qui aurait pu... Vous parlez, là, le médecin le met sous antidépresseur, mais c'est par rapport au fait qu'il est malheureux, de ses pulsions, mais il n'avait pas de traitement qui aurait pu le désinhiber auparavant, c'est-à-dire... Là, il ne prenait pas de traitement auparavant. Non, auparavant, il ne prenait pas de traitement. Bon, il se trouve que moi-même étant sous antidépresseurs, je n'avais plus de libido depuis un certain temps, et lui était très 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 demandeur. Donc je faisais comme je faisais. Je faisais comme si tout allait bien, mais bon, il s'apercevait bien que... Oui, mais pour autant, Sophie, certes, il pouvait être très demandeur, mais il aurait pu à ce moment-là avoir des relations avec une autre femme. Or, c'est vers les hommes qu'il se tourne. Donc le problème, s'il y a problème, est ailleurs. Oui. Ça ne vient pas de vous.
Voilà, alors bon, je culpabilisais en ce sens. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous réponds. Oui. C'est-à-dire que, certes, il y avait une absence de sexualité, vous me dites, dans votre couple, mais... Une absence, non, mais une baisse, peut-être. C'était pas au rythme qu'il aurait souhaité, lui. Oui. Vous voyez, bon... oui, mais ça n'explique pas le fait que, comme il le dit, à 60 ans, il vive ses désirs pour des hommes. Alors, moi, je pense que c'était latent, mais vu l'éducation, certainement. etc., je le connais depuis tellement longtemps, pratiquement 50 ans. Donc, vu l'éducation que nous avons eue, je pense que, bien, écoutez, il se le cachait. Enfin, il ne voulait pas le voir, ou peut-être que ça lui a effleuré l'esprit, mais c'est un homme droit qui rentre dans les cases. Enfin, vous voyez... qui a mené sa vie tout à fait normalement, et je pense que c'est venu, alors il me dit il a peur d'être fou, il se demande comment cela se fait-il que ça soit arrivé comme ça. Ça fait 3 mois maintenant que nous n'avons plus de rapport. Bon, moi ça me dérange pas en fait. Oui, mais bon. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Comment vous, parce que là on parle de lui, mais comment vous le vivez vous? Mais moi, je suis très très malheureuse. J'ai l'impression d'un grand gâchis. En fait, quand j'étais dans une vie tout à fait agréable avec un mari intentionné, il est toujours intentionné. Il est malheureux. Il veut pas que je sois malheureuse. Il est malheureux de me faire du mal. Il s'en rend compte. Il a accepté de faire une psychothérapie. Et il le dit, mais il ne pense qu'à ça. Dès qu'il a un moment, lorsqu'il travaille, tout va bien. Mais dès qu'il a un moment de liberté, il ne pense qu'à ça. Et le week-end, il est fort malheureux. Mais bon, en fin de compte, d'après ce qu'il me dit, parce qu'il me parle quand même, on s'est toujours parlé très franchement, c'est lui-même qui me l'a avoué, qui m'en a parlé, sans que je l'espionne, ni sans que mais en fait, il n'a pas pratiqué très très souvent, semble-t-il. Mais il se plaît bien dans cette ambiance entre hommes. Alors maintenant, il s'est dragué. Là aujourd'hui, il prenait un café, il s'est dragué. Bon, il n'y a pas répondu, me dit-il. Mais bon, il me dit mais c'est quand même pas possible. Avant ça se passait pas. Enfin... Oui, alors ce qui est paradoxal, c'est que il en est très malheureux et en même temps, il vous prend vous comme confidente. Oui, c'est dur, c'est lourd. Hein. Ah ben comment? C'est ça, parce que est-ce que c'est à vous qu'il doit faire toutes ces confidences? Il a une psychologue avec laquelle tout se passe très bien. Dès qu'il est trop déprimé, on l'appelle, elle le prend pour une deuxième séance dans la même semaine. Enfin, apparemment, il y a un très bon échange parce que c'est un homme qui est très 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 renfermé, qui ne s'extériorisait pas, qui avait de temps en temps des crises de cafard, mais bon, il reste dans un silence. C'était même pas la peine que j'aille l'interroger, que je lui pose des questions. Il fallait que j'attende qu'il me parle. C'est ce que j'ai fait là pour cette occasion. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il m'explique qu'il avait 2 heures de libre entre deux rendez-vous, et il avait envie d'aller au jacuzzi, enfin bon, mais il ne voulait pas y aller, donc il a invité un de ses clients à déjeuner. Il est allé au restaurant avec lui et sa femme, de façon à être occupé. Mais il est rentré ce soir. Quand il est rentré, je me suis bien rendu compte que ça n'allait pas, et ça n'allait pas parce que justement il refoule tout ça. Je préfère, moi je lui ai dit que je préférais qu'il assouvisse. Je sais pas quoi lui dire, parce que j'aurais pu aussi j'hésitais entre me rebeller et puis accepter. Mais comme il est suicidaire, enfin il parle très souvent de suicide, je préfère qu'il ne se suicide pas et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Bon, ceci dit, moi de mon côté, je souffre énormément parce que je m'attendais pas du tout à ça. On était très fusionnels, on fait vraiment pas notre âge. Il était toujours fier d'être avec moi, etc. Il est toujours gentil, il est toujours, mais
Mais bon, oui, mais il y a quelque chose là qui est très pulsionnel, qui relève voilà. et qui n'arrive pas à maîtriser lui-même. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est problématique, c'est qu'il vous place au cœur de ses confidences. Trop, je trouve. Ben, on a toujours fonctionné un peu comme... Oui, mais je comprends, j'entends que vous êtes un couple très fusionnel, mais pour autant, là, ça parle quand même certes de son mal-être, mais aussi de sa sexualité qu'il fait en dehors de vous. Alors, est-ce que vous accepteriez ces confidences s'il vous disait qu'il avait une sexualité avec d'autres femmes? Ah non. Ah oui, là c'est un cri du cœur. Oui, C'est non. massif. Je lui ai dit d'ailleurs, je préfère que ce soit avec un homme qu'avec une femme. D'accord. Oui. Ah non. D'accord. Parce que je suis excessivement jalouse. Je suis très très malheureuse. Oui, donc vous pouvez entendre parce que vous ne vous sentez pas, vous gardez cette place d'exclusivité d'une certaine façon, ce qui est vrai. Voilà. C'est-à-dire vous êtes sa femme, c'est-à-dire vous restez son épouse. Dans les relations qu'il a, qui sont des relations ça relève de la pulsion sexuelle. Oui. On n'est pas dans le cadre d'une relation telle qu'il a avec vous, Voilà. d'une relation de couple, d'une relation amoureuse. Mhm. Donc vous ne vous sentez, vous êtes malheureuse évidemment de ce qu'il vit, mais de cet équilibre que ça pourrait remettre en question. Mais est-ce que vous vous sentez menacée? Est-ce que vous sentez votre couple menacé? Ben, écoutez, alors justement, je ne sais pas du tout où je vais, mais par contre, il a le sens des... comment vous dire, j'ai été parfaitement heureuse pendant 40 ans de mariage, même, je veux dire, sans souci, il a toujours vécu pour moi et moi pour lui, mais je veux dire que j'étais parfaitement gâtée, heureuse, par le fait que comment dire... toute ma vie, j'ai fait en sorte de ne pas... j'ai eu une certaine liberté, j'ai pas travaillé énormément, je me suis occupée de mes enfants, etc. Mais j'ai fait toute ma vie en sorte de ne pas lui déplaire, de ne pas faire des choses qui lui déplairaient. Donc ce qui fait que moi-même, je me suis bloquée sur certaines choses. Et de fait, on a vécu en harmonie, tout s'est bien passé. Mais enfin, c'est tellement compliqué, ma vie, que... Quand vous dites que vous n'avez pas fait de choses qui lui déplairaient, aussi dans ce registre-là, c'est-à-dire ah oui, non, de la jamais. Fidélité. Ah mais de toute façon, jamais, dès l'instant où j'ai été mariée, ça ne m'intéressait pas. D'accord, vous ne vous êtes pas... ça n'a pas été une privation pour vous. Ah non, absolument. Non. Ah non. Mais on était tellement bien ensemble, on était toujours vraiment sans problème. Enfin, à déjeuner à midi, s'il avait une opportunité, par exemple, bon, je me promenais, je faisais des courses ou autres, et on était pas très loin. Enfin, il me téléphonait en me disant, si tu veux, on peut déjeuner ensemble. Enfin, on était toujours. D'ailleurs, mes enfants nous disaient qu'on était trop fusionnels, et ils me disaient que s'il arrivait quelque chose à leur père un jour, je serais complètement désemparée parce que je vivais trop par le fait, il est très casanier, il aime pas sortir, j'aime sortir, ben on sort presque pas. Alors justement, c'était la question de Monica qui demandait si vous aviez des enfants et si c'était le cas, comment vous vous comportiez avec eux. Bon, vos enfants sont grands puisque... Oui, ils sont mariés oui. et on a des petits-enfants aussi. Donc ils ne sont pas évidemment au courant ils n'ont pas à être au courant de ce que vous vivez. Non, mais ils se posent des questions parce que ils ont découvert accidentellement des strings, enfin des sous-vêtements de mon mari, et ils se sont posés des questions. J'étais un petit peu désemparée en disant, écoutez, les femmes en portent, pourquoi pas les hommes, hein. Bon, je sais que mes enfants, bon, je suis pas rentrée plus dans les détails, mais bon, mes enfants me voient malheureuse, ils pensent qu'on s'entend plus, mais bon, on ne se dispute pas. Mais d'ailleurs, quand je dis qu'on ne se dispute pas, on me dit que c'est pas possible, et c'est vrai. Alors, parce que mon mari est très calme, moi, si je crie, il va aller dans son bureau et puis il va attendre que ça se calme. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'affrontement majeur. On essaye
à chaque fois que les choses s'arrangent au mieux. Mais bon, vous voyez, là c'est vraiment un fiasco. Fiasco, le terme est excessif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose Pour de moi, sa problématique. Pour vous, vous le vivez comme tel. Mais il y a quelque chose de son identité à lui, de son désir à lui, qui vous échappe et qui est évidemment douloureux parce que ça vous sentez vous remise en question. Oui. C'est ce qui est difficile à vivre pour vous. Mais ça ne remet pas fondamentalement en question l'histoire d'amour que vous avez eue ensemble et l'amour qu'il vous porte encore. Oui. Il me le dit d'ailleurs, et il me dit qu'il me respecte trop, qu'il ne me fera jamais de mal, que de toute façon c'est pas à 60 ans qu'il va se mettre en ménage avec un garçon. Mais d'ailleurs, on voit bien, il va dans des backrooms, il va pas chercher une relation affective, une relation amoureuse. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il me dit de toute façon. Sinon, il ne serait pas dans ce type de démarche. Ouais. Il va chercher quelque chose qui satisfait un fantasme, des désirs que jusque-là, il ne se permettait pas de vivre. Bon, pourquoi il y a quelque chose qu'il s'autorise aujourd'hui à vivre et en même temps ça le rend malheureux, il y a de la culpabilité, il vous en parle comme s'il attendait de vous l'absolution, que vous lui donniez cette absolution. Et vous, ça vous met dans une position compliquée parce que lui dire oui, vas-y, vis ce que tu as à vivre, parce que évidemment entre ça ou se suicider, vous préférez qu'il reste en vie. Voilà, tout à fait. Ça se comprend. Bon, pour autant, je pense que il faut aussi vous préserver dans cette histoire et que vous n'avez pas, vous, à connaître tout de ce qu'il vit. C'est-à-dire que dans la mesure où il a un lieu pour parler de ce qui le tourmente, de ce qu'il vit actuellement, de ce à quoi il est confronté, vous ne pouvez pas être sa confidente de son intimité. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, moi ce qui m'importe, je te sens tourmentée, mais ce qui m'importe, c'est notre couple. Lui dire que vous tenez à lui, que vous êtes à ses côtés, et que c'est votre couple qui compte. Ce qui est une façon de dire qu'après tout, comme il y a des couples qui n'ont pas, si vous voulez, l'exclusivité sexuelle. Ils ont une exclusivité intellectuelle. Ils ont, mais leur contrat n'est pas d'une exclusivité sexuelle. Oui, mais c'est pas comme ça que nous avons construit notre vie. C'était vraiment. J'entends, Sophie, mais ça peut évoluer. Oui, mais alors, je sais plus où je vais. J'ai perdu tous mes repères. J'entends bien que vous avez perdu vos repères, et c'est pour ça que vous êtes mal aussi. Mais c'est pour ça que j'essaye de... Je sais même pas si je vais tenir, moi, justement, parce que mon mari trouve que je suis forte, parce que bon, je ne lui montre pas trop, et puis il est vrai que je suis probablement moins fragile que lui, puis les choses de la vie ont fait que comment dire, de toute façon là j'étais bien obligée de faire un choix, c'était ou aller au clash et puis dire c'est pas possible et tout casser ou Mais voilà, c'est-à-dire moi, alors je peux me tromper, j'entends que ce qui compte c'est votre mari, votre couple. Tout à fait. De là quand même à peut-être alors après je ne sais pas, est-ce que vous voulez vraiment tout savoir? Justement je ne sais pas, parce que je l'interroge quand je le vois quand je vois que ça va pas, donc je l'interroge et je lui dis mais moi, tu y allais. Oui, mais c'est le risque, Sophie, c'est le risque. Comme parfois, c'est tout savoir, c'est à double tranchant, parce que c'est une façon de contrôler aussi. En contrôlant, on se dit, on maîtrise la situation. Dans un sens, oui, mais on se fait souffrir. Voilà. Oui, c'est vrai que mon mari m'a toujours dit que je voulais quand même tout régenter, tout organiser, etc. C'est un petit peu ce que tout le monde me dit. Voyez,
contrôler, effectivement. Mais donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas là passer la main à sa thérapeute? C'est dans cet espace-là qu'il doit parler de ça. Et vous, c'est une façon de vous préserver. Parce que à trop savoir ce qui relève de son intimité, vous vous faites souffrir. Résultat, vous en arrivez, vous, à prendre des antidépresseurs. Oui. Parce que... oui, effectivement. Mais en fait, dès qu'il part en rendez-vous, je suis toute la journée à attendre qu'il rentre et je ne pense qu'à ça. Enfin, je suis malheureuse. Mais vous pouvez pas, vous ne vivez plus. Oui, je me demande ce qu'il fait. Avant, on se téléphonait plusieurs fois par jour. Bon, maintenant, moins. Enfin bon, quand je l'appelle, il me répond. Bon, de temps en temps, il m'appelle pour me demander... D'ailleurs, autant il est triste quand il est avec moi, et quand il est en rendez-vous, etc., ou quand il travaille, il est tout à fait différent. Il m'appelle, il plaisante. Il plaisante, mais quelquefois, je trouve que, du genre, une fois, il me dit, dans le métro, il m'envoie un texto, je ne sais pas si je rentrerai ce soir, je suis en face d'un beau blond dans le métro. Alors après, je lui ai dit que, bon, c'était... Il me dit, mais oui, alors ça ne va pas. Oui. Là, je suis désolée, ça va trop loin. Mal, oui. Surtout, non, mais alors là, oui, non, mais alors là, ça devient pervers. Ben voilà, c'est ce que je me demande. Là, ça devient pervers. Là, c'est une situation qui vous fait souffrir. Ah oui. Ça ne doit pas devenir un jeu. C'est-à-dire, il ne peut pas, d'un côté, vous dire, je souffre, je suis profondément malheureux. Qu'est-ce qui m'arrive à 60 ans alors que depuis 40 ans on est mariés? Qu'est-ce qui m'arrive? Le désir d'aller dans des backrooms. Je suis mal au point de vouloir me foutre en l'air. Et puis après, vous envoyez un petit texto. Je vais peut-être rentrer un petit peu plus tard parce que je suis en face d'un beau blond dans le métro. Non. Ça suffit. Vous voyez que là, vous rentrez dans les limites d'un jeu un peu sadomaso. Alors, on rentre pas dans ce jeu-là, Sophie. Oui. C'est-à-dire que ça, vous tenez à lui, vous tenez à votre couple. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter de lui. Que votre mari soit dépassé par ce qui lui arrive, parce que certainement, du fait, comme vous l'avez dit, de son éducation, qui n'ait pas pu vivre quelque chose de désir homosexuel. Ce qui n'empêche pas qu'il vous a aimé, vous, et qu'il vous aime encore à sa façon, mais qu'il n'ait pas pu vivre ça et que ça se manifeste aujourd'hui. Bon, et que, comme le dit le subversif qui envoie un message là à l'instant, c'est d'autant plus attrayant parce qu'il y a de l'interdit et que le fait qu'il puisse en parler dans un cadre thérapeutique, ça va l'apaiser. Oui. Vous lui dites, très bien, tu fais ce travail, parle-en avec ta thérapeute. Vous ne pouvez pas être cette thérapeute. Mais qu'est-ce que je deviens dans cette histoire-là? Mais c'est ça, c'est ce qui vous fait si peur, Sophie, c'est que vous avez peur de perdre tout pouvoir dans l'histoire. C'est que vous avez peur, finalement, en n'étant plus ni sa maîtresse, ni celle qui pourrait être sa confidente, ou de n'être plus rien. Or, vous ne serez pas plus rien. Simplement, il ne faut pas mélanger tous les rôles, parce que en écoutant trop des confidences que vous n'avez pas à entendre, c'est vous qui risquez de sortir dévasté de cette histoire. Oui, j'ai bien peur. Voilà. Donc, même si vous êtes solide, ne présumez quand même pas de vos forces. Oui. Voilà. Je suis pas si solide que ça, j'ai l'air. Écoutez, si, il faut quand même des forces pour supporter ça. Mais il ne faut pas non plus trop présumer de vos forces. Mais en plus, comme mon mari est fragile, je sers de tampon un peu entre lui et nos enfants. Donc je ne lui dis pas la moitié de ce que mes enfants me disent. Oui, vous protégez, vous protégez tout le monde et puis vous, personne ne vous protège. Ah, ça c'est certain. Voilà. Donc il faut que vous pensiez à vous préserver. Oui, je me demandais si je devais pas faire une psychothérapie. Ça serait peut-être pas mal, psychothérapie, que vous ayez un peu un endroit pour parler. Oui.
Parce que, Okay. en fait, comme j'ai tellement honte, je peux pas en parler à mes amis, j'en parle à personne. Écoutez, peux pas, pourquoi avoir mais- honte? En quoi c'est Je suis honteux? déprimée, mais je peux pas dire ça. Pourquoi vous avez, enfin, de quoi avez-vous honte? J'ai honte qu'il m'arrive quelque chose parce que on était tellement bien et puis j'ai honte. Enfin, je peux pas raconter. Je peux pas raconter ce genre de choses. Enfin, vous voyez, non. Alors, donc comme je suis quand même très ouverte avec mes amis, etc. Donc Non, avec vos amis, je comprends. J'en parle pas. Mais Avec vos amis, on ne sait jamais. C'est compliqué parce que ça relève de votre intimité de couple, Voilà. de votre intimité amoureuse sexuelle. Il faut vraiment savoir à qui vous vous confiez et que ça ne puisse pas être après colporté. Mais en revanche, un thérapeute, il y a quand même il y a un secret secret médical. Oui, je vais essayer de prendre contact. Ah oui. Moi, je pense que ça serait serait très libérateur de ce qui se dit au sein du cabinet ne sort pas des murs du cabinet. Hein. Parce que voyez-vous, par exemple, la psychologue, c'est une psychologue que mon mari va voir. Oui. J'avais dit à mon mari, est-ce qu'elle peut me prendre? Donc elle lui a dit non, je ne peux pas prendre votre femme en Oui, ça c'est consultation. normal. Mais par contre, je peux la recevoir, la voir une fois. Oui. Alors j'avais envie quand même de la voir, parce que de parler avec elle, parce que mon mari est charmant, très agréable et tout, et ici il tombe, ici il est couché, vous voyez, à 8 heures. Moi on se parle pas, il est gentil et attentionné, il m'a allumé un feu. Oui, enfin, mais avec la psychologue, vous ne pourrez pas faire une thérapie avec la psychologue de votre mari. Hein. Oui, il faut que j'en trouve une autre. Oui, Oui, ça, oui. je l'entends bien, oui. Mais Donc vous pourrez la voir une fois elle, mais c'est pas. peut-être que mon mari, Oui. Oui, ça je le comprends. Elle vous recevra pas hors de la présence de votre mari, je pense. Oui. Si elle a Oui. commencé à travailler avec lui. Hein. Bien sûr, oui, je le comprends bien. Mais en Et donc, revanche, que vous ayez un lieu un peu pour déposer ce que vous vivez, ça me paraît important. Oui. Parce que par contre, j'ai pris sur les conseils de notre médecin généraliste rendez-vous avec un psychiatre, Oui. mais j'ai rendez-vous dans 3 mois. Alors, Oui, c'est c'est beaucoup, oui. C'est pour ça qu'on a engagé une psychothérapie, parce que on a essayé aussi la réflexologie faciale. Oh non, non. C'est pas la réflexologie faciale, je vois pas ce que ça vient faire là. Hein. Écoutez, ça semblait le détendre, mais enfin bon, il a arrêté parce qu'on peut pas aller dans tous les sens non plus. Mais bon. Non, mais là, il a besoin de parler. Hein. Oui, il a besoin de parler. C'est drôle parce que il était très introverti, etc. Et avec sa psychologue, écoutez, ça se passe très bien. Ils ont même fait c'est important. Maintenant, parlez un peu vous, je crois, parce que vous aussi, vous avez un grand besoin de parler. Ah oui, moi j'ai. Voilà, ça s'entend. Donc, allez, vous un petit peu parler à quelqu'un et essayer de cloisonner les choses pour ne pas être la thérapeute de. Lui a un lieu pour parler, vous n'en avez pas. Et n'entendez pas toutes ces confidences. Hein. Et puis limitez-la. Attention à ces appels qui ne jouent pas avec vous, hein, quand même. Pas avec vos sentiments. Ce genre de choses, il me l'a fait plusieurs fois. Oui, alors, terminez. Hein. C'est même pas trop, plus du tout. Non, on ne plaisante pas avec ça. On ne plaisante pas, ça vous fait souffrir. Tout à fait. Attention avec ça, hein, Sophie. Bon courage. Écoutez, je vous remercie. Au revoir, Sophie. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Des petits messages qui arrivent justement au 7 39 21. Kevin dit: j'ai 24 ans. Je suis gay. Le nombre d'hommes mariés en quête d'aventure homosexuelle est très important. Marie, elle a appelé le 3921 pour dire: mon fils est homosexuel. Et il y a beaucoup d'hommes, comme le mari de Sophie, qui ont des aventures comme ça, mais qui ne veulent pas détruire leur couple pour autant. Donc il faut vraiment que Sophie se fasse aider et qu'elle arrête de rentrer dans son jeu, en tout cas par rapport au texto qui le reçoit. Voilà, on va maintenant accueillir Joey. Bonsoir Joey. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Oui, merci.
Merci tout d'abord d'avoir sélectionné mon appel. Mais je vous en prie. C'est très gentil à vous. Alors, je vais peut-être solliciter votre voix davantage. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Non, surtout pas, Joey. Voilà. C'est à vous de parler parce que je suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout, sinon. Je vous appelle moi donc en fin de compte parce que donc avec les femmes que je rencontre, donc j'ai des elles me quittent quoi. Ma relation ne dure pas très longtemps. Ma dernière relation a duré à peu près 1 an. Et quand même. Pardon. Quand même. Oui, mais bon voilà, moi je cherche une histoire. Bon, j'ai quand même 38 ans, donc je cherche une histoire quand même de longue durée, si possible. Parce que donc depuis quand même pas mal de temps, mes relations durent entre 6 mois et 1 an, et voilà, ça commence à me contrarier un petit peu. Donc le problème, mon problème essentiel, c'est que à première vue, c'est ma sensibilité, quoi. Les femmes avec moi donc ressentent un manque d'assurance, quoi. Donc je sais plus. Donc vu qu'on peut pas, refaire sa nature, je sais plus ce que je dois faire, en fin de compte. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est un manque d'assurance qu'elles ressentent? Parce que si c'était ça, elles vous quitteraient plus tôt. Elles attendraient pas 1 an. Vous savez, chacun réagit différemment. En fin de compte, ça dépend. C'est vrai que je sais pas si tout le monde fonctionne comme moi, homme comme femme, mais il y a des périodes où j'ai un peu plus d'assurance, je montre moins ma sensibilité. Alors c'est vrai que j'avoue qu'au début peut-être j'essaie de prendre sur moi, donc voilà, je le cache un peu, et puis c'est vrai qu'après le naturel revient, et puis c'est vrai que... Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit en partant, cette femme, au bout d'1 an Oui, bon, alors, le problème c'est que la majorité vous le disent pas en face, vous le disent par téléphone. Donc c'est des ruptures assez violentes. Essentiellement c'est à cause de ma sensibilité, quoi. J'ai pas trop ce côté rassurant, quoi. Bon, alors que je suis responsable de moi-même. C'est ce qui revient souvent. C'est ce qui revient souvent, c'est que vous n'avez pas un côté rassurant. C'est ce qu'elles vous disent. La plupart, c'est ce qu'elles me disent, quoi. Bon, on m'a dit j'ai énormément, j'ai beaucoup de qualités, mais bon, je sais, hein, la majorité des femmes fonctionnent comme ça. Non, mais attendez, Joey, parce que là, on part sur des généralités, et vous savez, avec les généralités, on n'avance pas beaucoup. Ouais. Donc, j'essaye de comprendre si c'est vous qui pensez que les femmes pensent ça, ou si c'est ce que les femmes que vous avez rencontrées vous ont renvoyé de vous comme image. C'est ce que mais bon, il y en a qui ont la franchise de me dire. Hein, mais qu'est-ce qu'elles attendaient de vous au bout d'1 an? Elles avaient envie de quoi? De construire une histoire, parce que vous me dites que vous vouliez construire à tout prix. Si elles étaient depuis 1 an avec vous, c'est qu'elles aussi, elles envisageaient quelque chose un peu dans la durée aussi. Sinon, elles seraient parties au bout de quelques semaines, voire quelques mois. La dernière relation, effectivement. Donc, c'est à première vue une personne qui devait, qui visait comme moi une relation à long terme. Mais bon, à première vue, je peux comprendre. Hein, je sais que souvent j'entends toujours ce genre de propos à mon égard, que c'est vrai que je vois un film. Je dis que je suis assez romantique. Bon, à première vue, les femmes me disent que c'est plus d'actualité, ça. Des hommes romantiques, Mais justement, c'est quoi ce côté, trop sensible, trop romantique? Vous voyez un film et alors, j'ai l'arme à l'œil facile. Oui. Et ça, à première vue, ça déplaît. Un homme doit pas pleurer. Vraiment, un homme de votre génération? Parce que vous auriez, 60 ans, 70 ans. Surtout peut-être un homme plus jeune, peut-être qu'il est... Attendez, vous avez 38 ans en même temps, Joey. Vous faites encore partie de cette génération où... Vous voyez, la génération, les hommes de 70 ans et tout ça ont été élevés dans cette idée que oui, un homme, ça pleure pas. Vous faites partie d'une génération, quand même,
les trentenaires, les cadras ont... J'ai l'impression, comme me disent certaines personnes, j'ai des amis femmes qui me disent que c'est vrai qu'aujourd'hui les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent. C'est ce que l'on dit. Hein, voilà. Donc ça veut dire que si on suit ce raisonnement que prônent certains, ça veut dire que ça se passe pas si mal, même si certains le déplorent. Que certaines femmes, ça ne les gêne pas pour autant dans leur relation avec les hommes. Dans les relations que j'ai eues, il n'y a vraiment une personne avec qui j'étais, qui fonctionnait comme moi. En général, on dit qui se ressemble, s'assemble. Donc là, justement, j'essaie de trouver une personne qui, quand même, a un minimum de sensibilité, surtout notamment des femmes. Mais il y en a certaines, ça fonctionne pas. Mais alors, est-ce que vous trouvez trop sensible? Est-ce que ça vous gêne? J'ai l'impression je sais pas, c'est ça qui est. Il y a quelques années, je l'étais moins, et j'ai l'impression qu'en prenant de l'âge, je suis plus. C'est peut-être vous que ça gêne avant tout. Pardon? C'est peut-être vous qui êtes gêné par ce côté-là. Ça me gêne dans le sens que, j'arrive pas à avoir une relation. Si vous êtes gêné, si vous êtes gêné vous, ça va forcément rejaillir sur vos relations. Ah non, moi, moi je suis quelqu'un de, voilà, quand je rencontre une personne, je dis comme je suis, je ne cache rien. Donc voilà, la personne, donc justement, elle n'est pas surprise. Mais je pense qu'il y a des gens qui pensent pouvoir vivre avec des hommes comme ça, et puis en fin de compte, à se rendre compte, non. Non mais Joey, ce que je veux dire, c'est que souvent quand on n'accepte pas au fond de soi, même inconsciemment, ce que l'on est un petit peu... Moi je l'assume parfaitement parce que je le dis. Oui, vous savez, parfois on met en avant comme ça, haut et fort, mais ça ne veut pas dire qu'on assume toujours. Hein. Ouais, mais bon, moi personnellement, au début... On met en avant haut et fort en disant l'autre n'assume pas, l'autre n'aime pas ça chez moi. Mais parfois parce que c'est ce que soi-même on n'aime pas chez soi. Et on dit que c'est l'autre qui ne l'aime pas. Alors après c'est toujours pareil, j'avoue que je me rends compte, comme beaucoup de gens, dont j'écoute votre émission aussi, c'est vrai que vous allez me dire que peut-être que je fais une généralité, mais je pense quand même que les femmes sont quand même assez exigeantes, plus qu'avant. Oui, mais vous voyez, vous me parlez des femmes. Et vous faites beaucoup de généralités. En tout cas, celles que je rencontre. Hein. Voilà. J'ai vraiment pas de chance. Oui, mais alors bon, vous n'avez pas de chance, je ne sais pas. Ce sont celles qui vous attirent. Quel type de femme vous attire? Moi, je pars du principe, c'est vrai. Moi, qui se ressemble, ça semble. On dit que les contraires s'attirent. Je sais que je vous entends souvent dire ça. C'est vrai aussi, ça peut fonctionner, tout à fait. Mais moi, une femme qui est un peu, comment dirais-je, qui n'a pas trop de féminité, ça me convient pas du tout, quoi. Pas ou peu de féminité, ça ça m'attire pas. Donc c'est vrai que je suis plus attiré par les femmes qui sont, c'est plus d'actualité de dire ce mot romantique, mais des femmes romantiques, j'aime bien ça, quoi. Et je pense qu'il y en a de moins en moins, malheureusement. Donc c'est vrai que les femmes maintenant sont au travail, donc je pense aussi qu'elles ont changé un peu de comportement. Ça c'est sûr, c'est une certitude, mais bon. Mais attendez, c'est pas parce qu'une femme travaille qu'elle ne peut pas avoir du romantisme en elle. Non, mais bon, beaucoup de gens, à leur travail, ils perdent leur identité, vous savez. On le voit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des femmes qui ont des responsabilités, donc sont... Mais vous avez très peur des femmes, Joey? Si j'ai peur des femmes? Oh, non. Ouais. Oui, ce genre de femmes-là me fait peur, effectivement, je suis pas à l'aise. C'est pour ça que je recherche des femmes qui ont le même qui sont romantiques, quoi. Mais c'est quoi une femme romantique? Qui est sensible, qui attend. Qui travaille pas, qui n'a pas de responsabilité. Voilà, c'est vrai que moi, une personne qui est blessante, je pleure pas, franchement, je ne suis pas arrivé là, mais c'est vrai que ça me gêne, quoi. Quelle relation vous aviez avec votre mère?
Une relation, c'est-à-dire? Je sais pas, quelle... Une relation normale. Oui, mais ça veut pas dire grand-chose, ça, une relation normale. Oui, c'est sûr. Comment vous dire? Difficile de... Comment est-ce que vous êtes très proche? Est-ce que vous êtes proche d'elle? Est-ce que c'est... Oui. Ou sans plus ou... J'ai la chance d'avoir des parents qui sont quand même... qui sont attentionnés. Oui. Voilà, non, mais ça vient de l'éducation aussi. Je pense qu'on retransmet souvent le même schéma qu'on a eu dans notre éducation. Pas toujours. Pardon? Et avec votre père? Différent. C'est-à-dire? Plutôt un peu assez dans cette génération, donc plutôt moi et lui, non, c'est quelqu'un assez de... Alors, je sais pas, macho, ça veut tout et rien dire. Je pense que c'est quelqu'un de sensible, mais il le montre pas du tout, lui. D'accord. Donc, beaucoup moins que moi, mais beaucoup plus dur, en fin de compte, de caractère, ouais. Donc moi je tiendrais du côté plus de ma mère, ouais, c'est sûr, à ce niveau-là. Oui, donc votre père ne se manifestait pas tellement auprès de vous, ne manifestait pas tellement son côté tendre et aimant auprès de vous. Déjà je le voyais très peu par son travail. Voilà, donc mais c'est vrai que c'était pas quelqu'un de démonstratif, non. Oui. Oui, même si il vous aimait, mais il ne le témoignait pas. Il ne savait pas le témoigner. Voilà. Ça peut jouer, ça dans votre difficulté à vous situer, vous, aujourd'hui, en tant qu'homme, par rapport à une femme. Dans ce père un peu qui, lui, justement, vous dites, il y a un contraste entre ce père que vous décrivez, un peu, entre guillemets, macho, hein, et vous, c'est intéressant que vous décrivez comme quelqu'un de très sensible, assez émotif. Comme si un peu en réaction. Ça me porte préjudice même dans mon travail, j'essaye de prendre sur moi, mais c'est pas... Pourquoi? De quelle façon? J'ai du mal à recevoir des remarques. C'est vrai qu'à un moment donné, ça me fatigue. Ça me fatigue énormément d'ailleurs. Des remarques de quel ordre? J'ai du mal là-dessus, qu'on peut vous faire dans le général ou dans votre travail, dans une activité professionnelle. Ça va pas, ça va tout comme ça. C'est vrai qu'à force, je pense une personne qui a un caractère, je sais pas si ça a un lien avec le caractère, mais un caractère fort, qui est assez fort dans sa tête, arrive à assumer ce genre de situation. Moi, j'ai quand même des difficultés, quoi. Non, mais c'est pour ça que j'essaie de... Je pense qu'on ne refait pas sa nature, malheureusement. J'essaie c'est intéressant de parler de nature, parce que vous parlez aussi, il y a la question d'une sensibilité. La sensibilité peut être un atout, Joey. Là où vous la voyez comme un obstacle, voire comme un handicap. J'utilise volontairement ce terme qui est un terme fort. En tout cas, à la relation à deux, à la relation avec les femmes. La sensibilité, au contraire, c'est une qualité humaine, ô combien importante. Là où vis-à-vis des femmes, vous parlez? Mais bien évidemment. Bien évidemment que c'est une... Je rencontre vraiment la... Mais non, mais écoutez, je suis une femme, je peux vous dire que la sensibilité est une qualité essentielle. Et je veux dire, j'ai des auditrices qui envoient des messages aussi. Alors il y a Osiris, bon, c'est un homme, mais qui dit la sensibilité est une force. Il y a Monica qui dit les femmes aiment en général les hommes sensibles. Et puis alors il y a Lily qui dit vous parlez des femmes mais jamais d'une seule femme en particulier. Or chaque femme est unique. Bon, ça c'est un atout. Maintenant, du coup j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Maintenant, la confiance en soi, et c'est plus là aussi que le bas blesse chez vous. Ça se travaille. Et ça, c'est pas une question de nature. Et à force c'est vrai, à force
de connaître des ruptures, je perds confiance en moi, c'est clair. C'est clair, et c'est ça qui... Oui, et ça peut se travailler. Ça peut se travailler parce que ça peut être lié à votre histoire. Et et c'est vrai qu'en accumulant des échecs, évidemment, on perd confiance en soi, c'est lié. Et puis ça peut être lié un petit peu à à l'image parentale que vous avez eue. Et puis aussi à sortir de votre tête des préjugés que l'on a, et on en a tous, Joey. Ouais. Des idées reçues on en a tous, et du coup on s'enferme dans ces préjugés parce qu'on adore avoir raison, tous autant que l'on est, et donc on se conforte dans des situations qui font que, eh bien, on a raison, et on rencontre souvent des personnes qui nous confortent dans l'idée que nous avons de nous-mêmes, et parfois dans une idée fausse de nous-mêmes. Ah, je veux dire, donc faire un petit travail sur soi, parfois ça aide un petit peu. Je sais pas si je dois le dire à l'antenne, mais c'est vrai qu'il y a l'avant-dernière personne que j'avais rencontrée a été assez violente avec moi, puisqu'elle m'a dit que, vu mon degré de sensibilité, elle se demandait si j'étais pas homosexuel. Oui, mais ça c'est absurde. Ah ouais, c'est une bêtise, comme s'il y avait que les hommes homosexuels qui pouvaient être sensibles. C'est je veux dire, vous voyez, ça veut dire que c'est d'ailleurs c'est sympa pour les hétéros. Ça veut dire que eux, c'est des grosses brutes épaisses. Vous voyez, eux, ils peuvent. Elle a une haute opinion des hommes. De la bouche d'une femme, c'est vrai, je peux dire. Oui, mais voyez, ça devrait pas vous atteindre. Pourquoi ça vous atteint autant? Parce que à la limite, c'est le signe de, elle a l'image de l'homo, voilà, le côté, elle confond sensibilité et sensiblerie. Et puis c'est le côté, elle a aussi plein de préjugés sur les hommes. L'homme hétéro qui est, voilà, ça doit pas pleurer, ça, si t'es un homme, ne pleure pas mon fils. Donc ça ne devrait même pas vous atteindre. Pourquoi ça vous atteint autant? Donc il faut vraiment travailler là-dessus, Joey. Hein, vraiment. Et moi je vous conseille de faire un petit peu un travail sur vous. Allez, des petits mails pour conclure. Catherine qui dit attention aux idées formatées sur les femmes parce que c'est dommage, ça vous prive de bien des découvertes et de bonnes surprises. Personnellement, je travaille, dit Catherine, et j'aime un homme très sensible qui pleure au cinéma. Au cinéma, c'est justement ce qui me plaît en lui, entre autres choses. Alors Joey, laissez un peu au placard vos idées toutes faites, laissez-vous surprendre. Il y a peut-être tout près de chez vous une femme qui rêve d'un homme sensible. Valérie du Pas-de-Calais qui dit vous savez, la femme parfaite n'existe pas, vous faites trop d'idées. Laissez parler votre cœur, ne forcez pas le destin. Peut-être êtes-vous trop exigeant ou trop difficile. Moi, non. Et puis Vanessa qui dit j'aime les hommes sensibles et romantiques. Voilà. Et Brigitte aussi qui dit allez, vive les hommes sensibles. Si je peux me permettre un dernier mot, j'ai laissé mon numéro standard s'il y a éventuellement des auditrices qui aiment les hommes sensibles, qui pleurent au cinéma. Eh bien, on transmettra, mon cher Joey. Merci à vous. Voilà, Caroline. Ça pourrait être Joey Star, finalement. un petit cœur qui bat derrière cette apparence de gros dur. Mais moi, je n'en ai jamais douté personnellement. J'ai toujours trouvé effectivement même les articles assez qui étaient à propos qu'on voyait à propos du film Police et tout assez blessant de voir dire quelle sensibilité derrière franchement derrière cet acteur. Bah oui, c'est évident qu'il est beaucoup plus que l'image qu'il veut bien donner de lui. Allez, bonne chance Joey, on transmettra en tout cas. Merci à vous, puis soignez-vous bien. Merci. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. On va accueillir Christine. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Caroline. Alors Christine, on va parler avec vous, ce sera après le journal de minuit. Vous avez des problèmes avec votre fille. Voilà. Votre fille aînée qui a 36 ans. Hein. Voilà. C'est ça. Vous la voyez seulement 3 ou 4 fois par an, mais même si vous la voyez peu, ça ne se passe pas bien avec elle. Voilà. Voilà, donc on aura peut-être des réactions. 39 21.
La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Vous pouvez également envoyer vos courriels sur le site europe1.fr et nous rejoindre si un témoignage vous touche, je crois que je l'ai déjà dit, au 39 21, mais comme ça vous aurez bien le numéro du standard. Fifi me dit qu'il va envoyer un petit jingle, donc c'est pour ça, voilà, on est raccord. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 50 centimes plus coût d'un SMS. Voilà, si vous n'avez pas noté ce soir le numéro du standard, c'est que vraiment, là, il y a un problème, hein, on vous a mis la gomme. Allez, on va retrouver, me faites pas rire, parce que franchement, rire avec la voix que j'ai ce soir, ça va être insupportable à entendre. On va retrouver Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir rebonsoir Caroline. Oui, rebonsoir. Et puis merci de faire votre émission malgré votre voix. Oh je vous en prie, non. La mienne est un peu cassée aussi d'ailleurs. À côté, elle est claire comme de l'eau de roche. Non, c'est merci à vous de me supporter avec cette voix-là, parce que ça ne va pas être très agréable à entendre. Voilà, alors moi j'écoute irrégulièrement votre émission que j'aime beaucoup, mais bon, c'est vrai que elle est un peu tard. Un petit peu tardive, oui. Je ne l'écoute pas tout le temps. Enfin voilà. Alors donc moi je me suis décidée à vous appeler parce que ma fille est née donc il y a 36 ans, moi j'ai 57 ans, et donc venue me voir là à la Toussaint. Et puis, ça s'est une fois de plus mal passé. Dès qu'elle est arrivée, elle a commencé à faire des critiques sur l'état de la maison. Bon, il faut dire que j'ai des difficultés personnelles. Je travaille tout en prenant des antidépresseurs et j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, j'ai eu une vie compliquée, donc j'ai pas la pêche de quelqu'un de 30 ans qui arrive à tout assumer, etc. Donc j'assume comme je peux. Et donc voilà, la réaction de ma fille a été très rapide. Oui, dès qu'elle est arrivée, elle vous faisait des reproches comme ça, c'est... Pratiquement, oui. Pratiquement. Donc, comment avez-vous réagi? Est-ce que... j'ai, en fait, comme j'étais déjà fatiguée et quand, en ce moment, j'essaye comment dirais-je, Parce qu'auprès de moi, vous justifiez, enfin, en disant que vous êtes fatigué, que bon, est-ce que vous avez fait de la même façon auprès de votre fille, ou est-ce que vous lui avez dit qu'après tout, écoutez, elle vit pas chez vous, donc c'est de votre maison dont il s'agit? C'est vrai que quand elle est arrivée, je lui ai dit je suis très heureuse de te voir, mais je ne suis pas contente de moi parce que en fait j'ai pris les devants parce que je savais que l'état de la maison ne lui plairait pas. Donc j'ai pris les devants en lui disant que j'étais pas contente de moi parce que j'aurais voulu mieux faire et l'accueillir dans une maison plus accueillante, c'est gentil, propre, mieux rangée, etc. Voilà, et puis donc elle a commencé à critiquer, etc. La dernière fois qu'elle était venue, parce qu'en fait ça fait à peine 2 ans que je suis dans cette maison, donc elle m'a aidée la dernière fois qu'elle est venue à vider certains cartons que j'avais pas encore vidés, etc. Donc elle a commencé à dire que ça n'avait pas bougé depuis la dernière fois qu'elle était venue, qu'il y avait même plus de choses dans le salon, que ce matelas qui est là dans le coin il n'y était pas, alors que bon, elle se souvient un petit peu de ce qu'elle veut, on dirait, parce que je lui ai fait remarquer que le matelas y était, en fait, déjà. Et, mais pourquoi c'est électrique comme ça entre vous deux, selon vous? Parce que finalement, elle s'en prend à vous sur l'état de votre maison, mais il y a autre chose derrière. Oh,
effectivement qu'il y a autre chose, et c'est vrai qu'on a eu une vie quand même chargée de soucis et de difficultés, et donc certainement qu'elle m'en veut d'un certain nombre de choses, et je pense je pense à une chose, entre autres, enfin plusieurs choses. Mon mari, mon ex-mari, qui n'est pas son père, puisque je l'avais déjà quand je me suis mariée, m'a quittée du jour au lendemain, justement pour un homme, parce que je pense à la première dame. Oui. Qui a appelé, c'est une parenthèse, elle m'a quittée vraiment du jour au lendemain, et ma fille aînée avait 14 ans, et ma deuxième fille avait 4 ans. Donc je me suis retrouvée, à l'époque j'étais infirmière libérale, donc je me suis retrouvée entre mon boulot et enfin, disons que ça a été le gros traumatisme de ma vie, parce que j'étais vraiment moi je me voyais avec lui jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Je me posais vraiment pas de questions. On était ensemble depuis 5 ans, et j'étais complètement folle de lui, et ça a été une douleur énorme. Je m'y attendais pas du tout, et puis voilà. Donc en fait j'ai fait une dépression, en fait, au moment où ma fille aînée avait besoin de moi, parce qu'elle avait 14 ans, elle était en pleine adolescence. Et comme elle m'a dit plus tard, oui, au moment où moi je commençais à avoir une vraie famille, puisqu'en fait il l'avait très bien acceptée, il la considérait comme sa propre fille. Et donc il y avait la petite sœur, etc. Et juste à ce moment-là, tout s'est cassé la figure, et sa mère a été dépressive, et voilà. Donc j'ai pas été à la hauteur, et par rapport à elle, et ça, il est possible qu'elle m'en ait voulu. Attendez, vous n'avez pas été à la hauteur. Je vous trouve très dur vis-à-vis de vous-même, Christine. Vous étiez en souffrance. Est-ce qu'on peut dire, on peut pas dire quand on est en souffrance qu'on n'est pas à la hauteur. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui est en dépression. On peut pas dire la dépression, c'est une maladie, c'est une souffrance. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui a une maladie physique de dire cette personne n'est pas à la hauteur. Pourquoi, lorsque ça relève d'une souffrance psychique, on va dire cette personne elle n'est pas à la hauteur. Vous voyez? Oui. Donc là vous êtes vraiment très dur, trop dur. Ça ne va pas là. Que c'était évidemment compliqué à ce moment-là pour votre fille, certes, parce que comme vous dites, elle avait 14 ans, elle entrait dans l'adolescence, et que vous n'avez pas pu peut-être l'accompagner comme vous auriez voulu l'accompagner, la soutenir, certes, mais de dire que vous n'étiez pas à la hauteur, non, je peux pas vous laisser dire ça. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, c'est sûr que à ma fille aînée, il lui a manqué quelque chose, quoi, puisque oui, il aurait fallu, je sais pas, peut-être que s'il y avait eu si les grands-parents avaient été proches et pu compenser ce que moi j'arrivais pas à donner à ce moment-là, voilà. Mais c'est vrai que du coup, elle s'est retrouvée un peu. Elle s'est retrouvée elle aussi en souffrance, en fait, et oui, ça n'a pas été facile pour elle, quoi. Bon, et puis bon, à part ça, il y a quand même autre chose, et je me demande si le fond du problème n'est pas là. Je n'en suis pas certaine, mais oui. Bon, voilà, c'est que en fait, quand j'étais enceinte d'elle, j'avais donc 20 ans, un petit peu plus de 20 ans. Et puis, c'était pas une grossesse désirée. Et à l'époque, j'ai pensé à l'avortement. Et en fait, ça, elle le sait, parce qu'elle m'a posé des questions, étant justement, il me semble que c'était quand elle était adolescente, justement, qu'elle m'a posé la question. Elle m'a demandé si c'était une grossesse désirée.
Donc, j'allais pas lui mentir. Je lui ai dit que non. Et puis, elle m'a demandé à ce moment-là aussi si j'avais pensé à l'avortement. Et je lui ai dit oui. Mais j'ai pas été assez explicite à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, elle a eu une réaction plutôt positive, mais je pense que c'est une réaction uniquement intellectuelle et sans affect, et que l'affect est venu après. Parce que ce qu'elle m'a répondu, c'est que c'était quand même plus sensé d'avoir pensé à l'avortement parce que, elle veut, pour l'instant elle n'a pas d'enfant, elle a 36 ans, mais elle en veut, et elle veut avoir un enfant dans des conditions optimales. Et elle estime qu'avoir un enfant à 21 ans, quand on est jeune, j'avais pas tout à fait fini mes études, voilà, c'était une relation que j'avais depuis assez peu avec son père. Voilà, elle estime que c'était avoir un enfant dans de mauvaises conditions et que c'était logique que j'ai pensé à l'avortement. Mais en fait, un petit peu plus tard, le sujet est revenu, je ne sais plus comment, et là sa réaction a été tout à fait différente. Et j'ai compris que là, elle avait une réaction. Comment a-t-elle réagi ? Avec plus d'affect, et elle a coupé court à la conversation et on n'en a jamais reparlé. Et en fait, parce que je me souviens plus de ce qu'elle a dit, et à ce moment-là, je lui ai répondu, mais pourtant, tu avais bien réagi la dernière fois, et c'est là qu'elle a coupé court. Voilà, donc je pense que ça lui a fait quelque chose quand même. Et en fait, si vous voulez, ce que je lui ai pas dit, et ça, j'y réfléchis après, c'est que elle ne sait pas pourquoi j'ai pensé à l'avortement. Et moi, je sais, parce que j'ai eu des parents très durs et catholiques, traditionnalistes, et avec qui il n'y avait aucun dialogue. Et mon père était très autoritaire. Et en fait, ma réaction de souhaiter un avortement, ça a été uniquement par peur de mes parents. Et je n'ai même pas réfléchi sur le coup. Est-ce que cet enfant, je veux le garder? Est-ce que je veux pas le garder? En fait, je sais que ça n'a pas été ma réaction au début. Et c'était uniquement la peur de mes parents, et c'est vrai que ça peut paraître excessif, mais c'est vraiment ça, quoi. Et ça peut paraître assez terrible, hein, mais j'ai des parents qui sont très très particuliers. Hein, Oui, mais pour autant, Christine, oui. Il ne sert à rien de dire à un enfant, quand cet enfant est là, qu'on a songé à avorter de lui. C'est parce que ce sont des paroles qui sont terribles à entendre. Oui, je comprends. Donc, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu que je réponde à ces questions? On ne dit rien, on n'en parle pas. On dit. C'est elle qui a posé les questions. Oui, mais on ne dit pas qu'on a songé à avorter. Parce que songer à avorter, il y a un désir de mort derrière. Oui. Donc c'est très violent, c'est d'une très grande violence. Et donc, si vous voulez, ça revient à dire, puisque quand l'enfant ça veut dire qu'il est en âge, c'est au moment de l'adolescence qu'il peut poser ces questions, voire adulte. Oui. Donc, à quoi sert-il de répondre par la positive quand l'enfant est là? Pourquoi parler de tout ça? Puisque l'enfant est là, est en vie, et on s'arrange avec ça, quand bien même il y a eu un moment, cette idée, peut-être de l'avortement qui a traversé l'esprit. C'est à voir avec soi, on s'arrange avec soi-même, avec sa conscience. C'est pas avec l'enfant, puisque ça peut dire qu'à un moment, il y a pu y avoir des idées de mort qui nous ont traversé l'esprit concernant cet enfant. C'est toujours très dur à entendre quand ce sont les parents qui prononcent ces paroles-là. Donc même si dans un premier temps, votre fille vous parle de logique, on dit « Oh bah oui, c'est logique, tu étais jeune », on est tout sauf dans la logique.
Évidemment, il s'agit de sa vie et c'est sa mère qui lui en parle. Donc, bon, là, pour le coup, oui, il y a quelque chose, puisque c'est remettre en question sa vie, d'une certaine façon, en jeu. Bon, alors... Il y a pas non plus au-delà de ça. Je crois que ça peut là, et on sent là, il y a tout le poids d'une culpabilité et que vous portez depuis, qui est bien plus importante que enfin on le voit avec la dépression quand vous dites que vous n'avez pas été à la hauteur. Bon, maintenant cette histoire d'avortement, enfin. C'est tout le poids de cette culpabilité qui est derrière et qui pèse fortement dans votre relation. Donc je crois que c'est aussi peut-être de ça dont il est temps de parler un petit peu avec elle. Mais en tout cas, par rapport à cette histoire-là, peut-être qu'il y aurait lieu de lui dire quelque chose aujourd'hui à votre fille. En fait, la question que je voulais vous poser, moi, c'est savoir, parce que en parler avec elle, ça me paraît très difficile. Et ça me paraît moins essentiel. Oui, mais ce que je pensais, moi, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'était lui écrire. Oui, mais que comptez-vous lui écrire ? Ce que je pensais lui écrire, c'était pourquoi j'avais eu cette réaction par rapport à mais alors attention. Oui, mais alors moi, quand je vous écoute, attention, parce que vous me parlez de votre histoire avec vos parents traditionnalistes, et donc vous ne vous êtes pas interrogé sur votre propre désir, mais sur le fait que oui, vous avez gardé la grossesse parce que par peur de vos parents traditionnalistes, donc pour vous, ce n'était pas concevable d'interrompre une grossesse. C'est votre histoire, Christine. Oui. C'est pas votre fille. C'est pas votre fille qui doit être le réceptacle de tout ça. Votre fille, elle a 36 ans aujourd'hui. Elle doit pas porter tout ça. Non, mais si vous devez parler de tout ça, c'est à quelqu'un, vous, si vous devez vous libérer de tout ça, c'est un thérapeute, c'est pas à votre fille. Non, mais ce que je voulais lui dire en éventuellement lui écrivant une lettre, c'est lui dire que en fait cette idée d'avortement, c'était pas parce que je voulais pas d'elle, c'était parce qu'en fait qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que son père n'a pas voulu que j'avorte. Et en fait, c'est le médecin et lui-même qui m'ont convaincue de garder l'enfant. Et à partir du moment où j'ai réfléchi et où j'ai décidé, oui, je le garde, bon, je l'ai aimé comme autant que si je l'avais désiré. Mais ne remuez pas tout ça, mais Christine, ne remuez pas tout ça. Vous vous rendez compte, 36 ans après, tout ce que vous allez remuer. Pour vous, je sens à quel point c'est important d'en parler. Mais allez en parler, je vous en conjure, dans le cabinet d'un thérapeute. Pas votre fille. Je suis déjà suivie par un thérapeute. Parlez-en. Écoutez, Christine, parlez-lui en. Mais reparlez-lui en, mais pas votre fille. Vous savez, je reçois un mail d'un SMS de Cathy qui dit parfois la psychologie mal comprise induit trop de transparence, et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire attention à trop de transparence. On peut pas non plus tout dire et tout dire sur un enfant comme ça peut provoquer aussi beaucoup de dégâts parfois. C'est-à-dire que, en l'occurrence, votre fille, elle a besoin de savoir que elle est là, vous l'aimez, que il y a eu un moment des paroles. C'est sur le moment, vous avez eu peur quand vous avez été enceinte à 21 ans. De ne pas être à la hauteur. Peut-être vous avez eu peur de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir comment vous y prendre. Vous vous sentiez très jeune. Non, c'est pas du tout ça. Ah non, absolument pas. Bon, écoutez, tant pis alors. Mais malheureusement, en tout cas, moi, je vous déconseille d'aller dire que c'est votre mari qui finalement vous a dit qu'il valait mieux ne pas avorter, que au final vous vous êtes dit oui, il vaut mieux ne pas avorter. Parce que elle va entendre que ça n'aurait tenu qu'à vous auriez avorté. Mais
c'est pas ça que je voulais lui dire. Je voulais lui dire que c'était par peur de mes parents. Elle a pas, ça ne sert à rien de remuer tout ce passé. Ça sert à rien. C'est ce que vous semblez avoir du mal à entendre. Le problème est toujours là aussi, le problème relationnel avec elle. Ben oui, mais ça se comprend. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Parce que bon, je sais, en tout cas, pour moi, c'est invivable, quoi. Mais parce que vous êtes dans une culpabilité, mais une culpabilité que vous lui transmettez, mais où elle a une culpabilité presque d'être en vie. Est-ce que vous prenez conscience de ça ? Voyez ? Vous culpabilisez d'avoir mal fait, de ne pas avoir été à la hauteur quand elle avait 14 ans, parce que vous étiez en dépression. Et puis, elle, vous pouvez lui renvoyer presque la culpabilité d'être en vie. Comment voulez-vous que votre relation ne soit pas entachée de ce poids-là de la culpabilité ? Comment voulez-vous que ça ne soit pas explosif si votre lien ne se dessert pas un peu de cet étau-là ? Je crois qu'il faut que vous continuiez, vous, à parler de votre histoire encore un peu plus longuement avec votre thérapeute avant de parler avec votre fille. Et peut-être, en attendant, vous la voyez 3-4 fois par an, accepter, c'est un petit peu tendu entre vous. C'est pas non plus, pour le moment, vous vous chamaillez pour des histoires d'intérieur, de choses comme ça, mais le lien n'est pas rompu. C'est important, et que continuez-vous ce travail sur vous, continuez à travailler ce lien, à vous apaiser, et à un moment vous pourrez être un peu vous libérer de votre culpabilité, je pense, et donc ça rejaillira aussi sur la relation avec votre fille. Parce que là vous voulez, je crois, trop en dire, trop, voyez, vous en attendez trop. Et parfois, trop en dire, ça peut être dur à entendre. Voilà. Moi, j'ai eu cette réaction-là parce que j'avais des parents avec qui on disait rien du tout. Oui, mais vous savez, justement, Christine, c'est que on se réfère toujours à un modèle parental. Donc, soit on le répète parce que soit on a considéré que ce modèle parental nous convenait et on a envie de le reproduire avec ses propres enfants. Parfois on le répète à notre insu. Ou soit on veut complètement s'en défaire parce que justement on jugeait qu'il a été nocif pour nous. Mais c'est toujours en référence à ce modèle. Toujours. Or, à un moment, il faut peut-être en inventer un autre, parce que c'est toujours réactionnel à ce modèle. Et donc, quand on est dans la réaction, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Parce que vous passez du poids d'un non-dit à peut-être tout dire. Et il faut savoir doser. On ne doit pas... Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. En fait, c'est quand même bizarre quand c'est les ados qui posent des questions. Oui, mais les adolescents posent... justement, prudence, les adolescents posent beaucoup de questions, évidemment, sur leur origine, sur ça ne veut pas dire, sur de quel désir suis-je né. Si on leur répond qu'il y avait un non-désir, c'est terrible. Surtout qu'en plus, c'est faux, Christine. Votre fille, elle est là. Elle est en vie. Pourquoi avoir été remuée des pulsions de mort la concernant alors qu'elle est en vie ? Voyez, on ne parle pas, on n'aborde pas ça. Ça peut être très destructeur. Ouais. Voilà. Ça peut être lourd en tout cas à porter. Pas destructeur, votre fille, elle va pas si mal. C'est pour ça qu'il faut pas non plus vous en vouloir. Votre relation, elle est pas, voyez, vous chamaillez sur des choses, c'est tendu, c'est conflictuel, mais ça va pas si mal que ça non plus. Vous avez besoin de vous apaiser par rapport à ça.
Bon, voilà. Oui, donc, et vous avez un grand besoin d'en parler, mais c'est pas votre fille qui doit être votre oreille, qui doit tout entendre de votre histoire et de vos manques et de ce qui s'est mal passé avec vos parents. Elle doit pas être le réceptacle de tout ça. Catherine dit, ma maman m'a souvent reproché de m'avoir gardée. Pour ma part, je ne me suis jamais sentie à ma place. Le subversif dit, excuse-moi de t'avoir raté, lui ressassez-vous interminablement, c'est un peu lourd à la longue. Lilia dit, votre fille n'attend qu'une chose, c'est d'entendre que vous l'aimez. Ah, mais ça, je lui ai déjà dit. Ouais. Je veux dire que moi... Et puis Brigitte qui dit, il faudrait chercher des moyens nouveaux, différents, inattendus de lui prouver votre amour. Et puis Prune dit, ne lui dites plus rien, allez parler, continuez à parler de votre histoire à un psy. Et on va conclure là-dessus. D'accord. Voilà. Okay. Bon courage. Bon, merci beaucoup. Au revoir, Christine. Au revoir. Pour Sergio, cette chanson évoque de très beaux souvenirs. On va accueillir maintenant Nicole. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, je voulais vous parler un petit peu du problème des maris à la retraite. Vous avez une personne qui vous a téléphoné il y a 2 jours qui était un peu désemparée. Qui avait 40 ans de mariage. Bon, moi j'en ai 38. Oui. Et puis j'ai un mari à la retraite depuis 3 ans qui fait rien, quoi, finalement. Pas de projet, pas de... on a l'impression qu'il y a eu une coupure et que ça... Bon, ça c'est... Enfin, son travail le prenait tellement, finalement, que... Bon, c'est comme si il avait été complètement vidé, qu'il n'y avait plus rien, plus de jus... Donc finalement, on a l'impression d'avancer comme ça. Et que moi, personnellement, je trouve ça finalement très difficile. Et j'ai pas envie non plus de tout casser, tout partir, tout laisser tomber, parce que je trouve que bon, au bout de 38 ans, on a quand même... j'ai eu 7 enfants. Et je trouve ça très difficile de continuer à avancer, quoi, finalement, parce que bon, les enfants s'en vont, il faut faire le tampon entre les enfants qui trouvent que leur père ne fait plus rien. Bon, mais c'est oui, c'est une période difficile, oui. C'est-à-dire, c'est un autre homme que vous avez en face de vous. Voilà, c'est ça, oui. Mais il faut dire. Mais est-ce qu'il en parle, pardon? Oui. Non, il dit qu'il est content comme ça, mais je trouve c'est un peu. Oui, alors souvent il dit oui, il faudrait que je disparaisse. Enfin bon, en fait, il faut dire qu'on a perdu une fille qui s'est suicidée là il y a presque 10 ans. Et je pense qu'il n'a jamais fait le deuil de la perte de sa fille. Bon, si tant est qu'on puisse faire un deuil. Quand on dit faire le deuil, moi je trouve que c'est faux. Finalement, c'est toujours quelqu'un qui restera en vous. Enfin, de toute façon, il faut continuer à vivre avec. Mais faire un deuil, c'est impossible. Je trouve que c'est pas une expression. Mais c'est un travail de deuil d'ailleurs. C'est vrai que le mot ferme ne va pas. On parle de, c'est un travail de deuil et vous avez raison de dire que la personne, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant et d'un suicide en plus, particulièrement, reste bien sûr en vous. C'est pas, il s'agit pas d'oublier. C'est pas un oubli, loin de là. C'est de pouvoir continuer à vivre malgré tout. Ah bah de toute façon, je pense qu'on ne peut pas oublier. Sans être dévasté, voilà, sans être complètement dévasté. Je pense que lui, ça l'a dévasté, mais qu'il ne veut pas le reconnaître, et qu'il n'a pas envie de se faire aider. Alors peut-être que il se noyait dans son activité professionnelle. Ah oui, moi c'est certain, Et que n'ayant plus cette activité professionnelle, il se retrouve face à lui-même et face à un vide dépressif. Oui. Je pense que c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même difficile de continuer à avancer. Oui. Et je sais pas très bien ce qu'il faut faire parce qu'on a l'impression de porter. Ben oui, c'est pas une impression, semble-t-il.
Parce que vous, on vous sent à l'inverse, on sent que vous avez beaucoup de... Vous dites que lui n'a plus de jus, vous, on sent que il y a beaucoup de... on sent au contraire qu'il y a beaucoup d'influx en vous, il y a beaucoup de... C'est-à-dire que je trouve que la vie vaut quand même la peine d'être vécue. Il y a toujours, tous les jours, quelque chose de sympa, d'agréable, qu'il faut savoir voir. Vous avez une grande force, vous. C'est-à-dire, je me dis, si on vit qu'au bout d'un certain temps, on fiche tout en l'air, quel est l'intérêt? Et puis, j'ai toujours pensé que dans des familles, il fallait qu'il y ait quelqu'un quand même pour tenir un petit peu tout ça, quoi, parce que sinon tout va à volo, tout fiche le camp, et je trouve que on a un peu un devoir aussi de maintenir quelque chose, de maintenir des liens, d'essayer de faire en sorte que ça marche. Mais c'est vous qui tenez la famille. Oui. Je pense, je pense. Oui, vous me dites, vous avez 7 enfants. On sent qu'il y a ça chez vous. Mais quelquefois, je suis un petit peu découragée en me disant, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer un peu, pour que ça... Est-ce que vous en parlez avec lui, du fait que... oui, mais alors, ce qui est extraordinaire, alors ça fait partie des personnes, je suis quand même sidérée, il y a beaucoup de... on parle, maintenant, tout est dans la relation orale, Et par exemple, vous avez une nappe rouge, et il va vous démontrer par A plus B qu'elle est verte. C'est-à-dire que si vous essayez de parler des problèmes, on va bifurquer sur autre chose. C'est une espèce de fuite. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'arrive pas à aller dans le fond d'un problème. Je trouve ça absolument extraordinaire. Vous avez des gens comme ça, vous parlez avec eux, Et ça a toujours été le cas avec votre mari? En fait, il a toujours beaucoup travaillé. Et il y avait... c'est moi qui essayais de résoudre des problèmes. Finalement, je me disais, je vais pas... De toute façon, moi, je me suis toujours dit qu'il fallait ne compter que sur soi-même, parce que s'il fallait compter sur les autres, ils sont jamais là au bon moment quand il faut, donc il faut quand même essayer de se dire, je vais y arriver, coûte que coûte, quoi, finalement. Mais je trouve que essayer de discuter vraiment profondément, c'est toujours très très difficile. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui on arrive à faire ça. Mmh. Et je suis toujours... je trouve ça très difficile, finalement, les rapports humains. Quelquefois, je me dis, mais comment est-ce qu'on arrive à avancer et à trouver des solutions pour que ça roule comme il faut? Mais c'est-à-dire que c'est compliqué si lui est dans l'évitement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est l'évitement. Et en dehors de son métier, il n'a pas d'autre activité? Il n'a pas de... non, j'ai l'impression qu'il... Et est-ce que vous avez des amis communs? Est-ce que lui a des amis de son... Non, il n'a pas d'amis. Non. Donc, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il est sur l'ordinateur, il lit, il réfléchit, mais il n'y a pas d'élan vers l'extérieur, quoi, finalement. Oui, donc il est très replié sur lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ou alors il va dire, je m'inquiète pour ci, je m'inquiète pour ça, pour des détails en fait. Donc c'est comme s'il y avait un blocage. Il y avait. Il était très apprécié dans son travail. Il a toujours été quelqu'un de très très droit, qui a des grandes qualités, mais alors finalement à vivre au jour le jour, c'est pas évident.
Mais c'est-à-dire que il y a, dans la mesure où il était certainement, comme vous dites, très apprécié dans son travail, où à un moment son travail a pu être aussi un échappatoire, où il était valorisé, où les hommes investissent beaucoup aussi la sphère professionnelle, les femmes aussi, maintenant. Mais bon, il peut y avoir un vrai deuil à faire. Vous parliez du deuil de votre fille. C'est pas à mettre sur le même plan, évidemment, mais il peut y avoir, vous voyez, il reparle, il dit d'ailleurs, oh, je devrais m'en aller, comme si tout d'un coup il se sentait inutile, plus bon à rien. Pour certains, la mise à la retraite, ça peut avoir ce caractère-là, c'est-à-dire ils ne trouvent plus leur place. Oui, peut-être aussi. Un sentiment comme ça d'inutilité, de vide, et donc un deuil finalement. Et quand il y a ce deuil épouvantable, terrible, auquel vous avez dû faire face, et où vous dites que, d'après vous, il n'a pas pu, il n'a pas pu le dépasser parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas, comme vous, l'exprimer avec des mots. Et souvent, les hommes ont plus de mal à l'exprimer avec des mots. Peut-être que là, il y a une collusion. Vous voyez, ça fait trop et qu'il est écrasé. Oui, c'est possible. Mais alors, comment on s'en sort Moi, je pense que je pense qu'il serait quand même, il serait important qu'il trouve le chemin comme ça des mots, de la parole, parce que là, il est vraiment dans quelque chose où comme vous dites, ce n'est pas lui. Il est complètement absent là. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, absent. Voilà. C'est une image en négatif de lui-même. Oui. Donc vous le voyez petit à petit disparaître. D'une certaine façon. Oui, c'est ça, mais alors je sais pas comment. En en parlant avec lui, comme vous dites, vous, votre rôle, c'est de tenir, de rassembler. C'est vrai que ça demande de l'énergie, mais là aussi, je crois que continuez l'œuvre que vous avez toujours entreprise jusqu'à présent vis-à-vis de lui. Ne le laissez pas... Oui, mais alors quelquefois, je trouve que c'est quand même dur, parce que j'ai un enfant qui n'accepte pas de voir son père comme ça, et qui fait des réflexions. Bon, là, j'ai encore rien dit, parce que je dis, je dirais, il faut arrêter, parce que c'est vrai que, bon... Enfin, qui fait des réflexions. Enfin, c'est pas à lui directement, mais c'est vrai qu'il ressent mal le fait de voir son père comme ça. Lui, bien sûr, parce qu'il n'a pas été habitué à voir son père comme ça. C'est un très grand actif, lui. Non, mais une fois, il m'a dit, j'ai eu un père absent. Parce que c'est vrai qu'il était tellement pris par son travail que finalement, à la maison... Oui, mais lui aussi est en train de s'absenter, là. Il s'absente à lui-même. Je ne sais pas comment... Mais je crois qu'il faut l'amener à consulter, quitte à y aller ensemble. Parce que je reçois un message du subversif, amenez-le à trouver à se réidentifier autrement qu'à travers son travail, car la retraite, ajoute-t-il, l'efface à lui-même. Et c'est vraiment ça. Il y a un effacement là. Oui, je pense que oui. Alors, je crois que oui, je sais que c'est compliqué. C'est pas un homme, j'entends bien, qui est dans ce. C'est pas quelqu'un. Oui, j'entends bien. Mais en même temps, vous êtes aussi la gardienne du temple, du foyer. Il sait que vous n'allez pas le laisser Non, quand il vous dit, je ferais mieux de disparaître. Finalement, c'est pas neutre ces paroles-là. Oui, il le dit. C'est vrai, quand de temps en temps, quand même, je m'énerve. Et c'est vrai qu'il dit ça. Et après, je m'en veux. Bon, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre par la douceur? Il est mal. C'est là où il a besoin de vous. Oui, mais on ne peut pas tout faire. Non, mais vous pouvez dire, il y a
vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas, mais vous pouvez l'amener à dire c'est important de. Il y a une souffrance dont il faut que tu puisses en parler. Lui dire, écoute, quand on souffre physiquement, on va voir un médecin. Quand on souffre, il y a des souffrances de l'âme qui font terriblement souffrir. Il y a aussi des médecins pour aller en parler. On ne reste pas avec de telles douleurs. Je suis sûre que vous saurez trouver les mots pour en parler. Vous avez su le faire dans d'autres circonstances qui ont été autrement tragiques. Vraiment. Mais ne le laissez pas comme ça. Hein. Bon courage. Merci. Bon courage, merci, Nicole. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous souhaite une meilleure voix pour demain et vous donner un petit secret, un peu de citron et du miel. Merci avant d'aller vous coucher. Merci. Voilà, je voulais intervenir pour l'auditrice avant de cette intervention. Vous savez, la maman avec Christine. sa fille. Oui, Christine. Alors je voulais vous dire, je me suis retrouvée un petit peu dans la même situation que cette dame. Bon, mais différemment, bien sûr, parce que j'attendais mon enfant, nous attendions notre premier enfant avec un grand amour, mais nous vivions avec une belle-mère sur le dos qui m'en a tellement fait voir. Si vous voulez, j'ai pleuré toute ma grossesse, vous voyez ? Oui. J'ai pleuré pendant toute ma grossesse. Bon, alors cet enfant est né, et 2 ans après, encore un claque avec ma belle-mère qui un jour me crie « Vous avez pris mon fils et vous voulez prendre ma petite fille ». Enfin bon, j'ai vécu pendant 20 ans, donc la vie infernale avec une belle-mère sur le dos. Je l'ai supporté 20 ans et ma fille a grandi un peu dans cette ambiance. Donc, je ne sais pas si elle a rejeté ceci sur moi. Ma fille, à l'époque, elle a grandi de cette façon. Nous avions souvent des clashs. Et donc, ma fille a 40 ans, j'en ai 65. Et il y a 3 ans de cela, pareil encore, de temps en temps, des clashs quand elle venait à la maison. Bon, je lui ai dit, écoute, ça suffit, on va s'expliquer. Et je me suis expliquée, je lui ai raconté un peu la douleur que j'avais eue quand je l'attendais. Je lui ai tout expliqué, le rôle de la grand-mère, et après, elle a un peu mieux réalisé, si vous voulez. Mais pendant tout le temps, jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à maintenant, je lui ai toujours donné de l'amour, vous voyez, malgré les souffrances que j'ai vécues avec une belle-mère pénible, et après un enfant qui se révoltait aussi contre sa maman. Vous voyez, je pense qu'il y a eu ça a dû calquer, le caractère a dû calquer avec l'ambiance qu'elle avait vécue, vous voyez. Christine nous disait que finalement sa fille savait qu'elle l'aimait, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Christine si elle nous écoute ? J'aurais envie de dire qu'elle lui écrive, oui c'est vrai, mais une lettre d'amour. Oui. Je suis d'accord avec vous. Une lettre d'amour, voilà, toute simple, en disant que c'est une maman, qu'elle l'a toujours aimée, et je pense que cet enfant, cette petite de 36 ans, a besoin d'entendre cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis d'accord avec vous, mais pas revenir sur ces histoires d'avortement qu'elle a pensé. Accepter, je crois qu'il faut. Bien sûr. Bon, la vie a passé. Oui, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, il faut qu'on se quitte, mais voilà. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été concise. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Désolée de vous couper brutalement, mais c'est l'heure. Je vous embrasse. Excellent week-end.